Dis donc Louis, on entend beaucoup parler en ce moment des associations au potager, des associations surtout bénéfiques, que ce soit au niveau de l'apport nutriments, au niveau de l'ombre qu'un légume peut apporter, etc. Et moi j'ai l'impression justement que tu gères un petit peu des associations parce que un coup il y a des kénopodes, un coup il y a des fèves, un coup il y a des petits pois. C'est réellement le cas ou... Oui et non. Ah. En ce moment, il y a beaucoup de monde qui propose les associations de culture comme une plante serait répulsive pour un parasite et elle aiderait une autre plante à pousser. Et après avoir essayé quand même quelques années de suite, je me rends compte que c'est pas souvent le cas en fait. Je pense que pour une plante, le plus important en fait, c'est qu'il n'y ait pas de concurrence en eau, en nourriture et alors en aération et en ensoleillement. Ouais, parce que je vois justement, ici tu as fait un peu d'ombre avec les petits pois et donc derrière j'ai mis des salades. Derrière c'est impeccable parce que tu as pu mettre les salades qui sont effectivement pas uniquement plein cagnard, mais en gros on dit toujours les fabacées, que ce soit des petits pois et haricots, ça fournit de l'azote au sol, etc. Mais est-ce que ça en profite réellement autour Franchement, j'en doute. Si c'était une très grande fabacée, un arbre, comme exemple, un glétitia ou un truc quelque chose comme ça, j'imagine qu'une fois par an, quand les feuilles tombent, ça doit relâcher une bonne quantité d'azote dans le sol et alors au printemps, ça doit profiter aux autres plantes. Pour des annuelles, à mon avis, ça produit une partie de son propre azote, mais je ne pense pas que ça va être bénéfique aux autres plantes. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir planter un peu plus serré parce que forcément, les fabacées ne vont pas pomper plus d'azote dans le sol qu'une autre plante. Elle va utiliser son azote à elle et pas utiliser l'azote de l'autre, voilà, c'est ça. Donc au final, donc ça ne va pas apporter beaucoup d'azote aux autres, mais comme elle ne va pas manger la nourriture des autres, les autres vont pouvoir pousser bien plus fort, comme on voit ici. Et je pense aussi, parce qu'on plante aussi beaucoup de choses, tu l'as dit, avec les plantes répulsives, il y a aussi des plantes qu'on met pour attirer une bestiole. Je pense aux capucines. D'ailleurs, on va aller voir les capucines. Oui, exact, faisons ça. Et bien voilà, on est justement sur tes capucines. Alors, moi qui m'intéresse un peu au potager, je vois des capucines, je vois des fèves. Moi, dans mon esprit, tu as mis les capucines pour que ça attire les pucerons et qu'il n'y en ait plus sur des fèves. Est-ce que c'était bien le cas? Non, pas du tout. Non, en fait, les capucines, elles sont juste là parce qu'elles ont décidé de se ressemer là. À la base, j'avais semé les capucines, oui, justement pour qu'elles attirent les pucerons. Et j'étais persuadé que les pucerons de mon jardin allaient aller sur les capucines et laisser mes autres légumes tranquilles. Et puis, en m'intéressant un peu au sujet, je me suis rendu compte que les pucerons sont un petit peu particuliers sur leur goût. Et qu'il y a certaines espèces de pucerons qui se contentent d'aller sur les fèves, d'autres qui se contentent d'aller sur les capucines, d'autres qui se contentent d'aller sur le sureau. Ou des choses comme ça, voilà. Donc c'est bien d'avoir en fait des capucines, des fèves ou du sureau, parce que comme il y a énormément de pucerons, ça fait beaucoup de prédateurs, mais il ne faut pas compter sur eux pour servir de dérivation en fait aux autres pucerons. D'accord. Donc au final, c'est pas vraiment une science exacte. On ne peut pas se dire tiens je vais planter ça et ça va marcher tout le temps. C'est tellement compliqué, il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu que voilà, ici par exemple ça ne fonctionne pas pour une bonne et simple raison, c'est que les pucerons vont sur l'un et pas sur l'autre, etc. Mais c'est le même principe pour pas mal de choses. Je vois justement qu'il y a la rhubarbe juste de l'autre côté. Elle a la réputation d'avoir une allélopathie négative, donc en gros, c'est comme le noyer, ça lâche des substances dans la terre, dans le sol, qui empêchent la croissance de certaines plantes. De certaines plantes, tu dis bien de certaines plantes, parce que je vois que tu as carrément ici une orchidée qui pousse, il y a d'autres trucs qui poussent, mais voilà, donc c'est pas toujours... Moi, quand j'ai fait mes études d'agronomie, on me disait, sous le noyer, il n'y a rien qui pousse. C'est pas vrai, on sait très bien que sous le noyer, il y a des choses qui poussent. Donc il faut un petit peu... démêler le vrai du faux. Voilà, et faire des petits réglages dans son propre potager pour voir un petit peu ce qui peut se passer. Exactement. Alors tu parlais de l'eau tout à l'heure, et je vois justement, ça me fait rire parce que je vois le seau là. Non, c'est réputé pour boire beaucoup d'eau. Et justement, la rhubarbe qui aime bien l'eau, je me dis qu'elle est peut-être pas si bien passée que ça, parce que même si elle est un peu à l'ombre, elle n'aime pas ça parce qu'elle a plus beaucoup d'eau. Tout à fait. Et donc forcément, elle souffre un petit peu, elle souffre de cette concurrence en eau. Et d'ailleurs, je crois que tu peux encore nous montrer d'autres exemples. Concurrencée, tout à fait.
Ah, tiens Louis, on voit justement ici, donc tu as des grandes planches potagères avec une terre suffisamment riche. Ouais. Alors il y a des patates en majorité, mais il y a aussi du kénopode, j'ai vu qu'il y a du thym, il y a même des bêtes qui poussent un peu partout. Ouais, du fenouil. Il y a du fenouil. Il n'y aura pas de concurrence au niveau de la nourriture des plantes, il n'y aura pas de concurrence au niveau de l'eau, mais comme tu me disais, pour avoir une concurrence, quand le kénopode va pousser, il va falloir que tu fasses quelque chose, quoi, pour avoir une concurrence. Ouais. Si par exemple il y a une sécheresse qui arrive, je vais peut-être récolter le kénopode pour éviter qu'il pompe l'eau des pommes de terre en fin de formation. Si il fait fort humide, je vais peut-être retirer le kénopode pour éviter que l'effet de massif en fait retienne l'humidité et donc favorise le mildiou. Ouais. Mais là dans l'état, il n'y a pas de souci en fait. Et si ça pousse trop fort, est-ce qu'il n'y a pas un souci aussi ça va faire trop d'ombre ces patates? Tant que le feuillage a sa lumière, c'est pas un problème en fait. Ouais. Les pommes de terre, de toute façon, elles poussent à l'ombre. Mais là, pour l'instant, tout le monde a sa quantité de lumière suffisante. Voilà. Tout le monde a suffisamment de nourriture et il y a suffisamment de pluie. Maintenant, il commence à faire chaud. Si ça se maintient, je vais peut-être arroser un petit peu. Je vais peut-être supprimer quelques plantes pour éviter la concurrence. Voilà. Mais pour l'instant, il n'y a rien à faire. Au final, c'est un peu la conclusion qu'on doit se dire au potager, pas seulement au potager d'ailleurs, c'est qu'une plante a besoin de suffisamment de lumière, elle a besoin de nourriture, elle a besoin d'eau, elle a même besoin un petit peu d'air autour pour éviter les maladies. Et tant qu'on lui donne ça, eh bien, tout va bien. En gros, les associations au potager doivent se faire un peu au cas par cas et suivant votre propre expérience. Certaines choses vont fonctionner dans votre jardin, d'autres vont fonctionner dans d'autres jardins, mais ce n'est pas nécessairement une science exacte.